Bukele first came into power in 2019, and for nearly 2 years, he's overseen a vast and brutal crackdown on gangs. Human rights groups are dismayed, as are relatives, as more than 65,000 people have been arrested over the past year. Across the country, more than 70,000 people have already been taken into custody, proudly trumpeting a huge decline in the country's murder rate. 25 mars 2022. 87 personnes assassinées au Salvador en représailles à la saisie par le gouvernement de 2 lignes de bus dans la capitale que les gangs ont extorquées pour obtenir des revenus. Les auteurs des membres du gang MS-13, un groupe criminel impitoyable qui opère dans ce pays au-delà de ses frontières depuis des décennies. Mais au cours de leur formidable règne, le président salvadorien Nayib Bukele et son gouvernement ont anéanti ce gang et son réseau infâme d'un seul geste qui a changé le cours de l'histoire de la nation, pour toujours. Création. En février 1980, l'archevêque du Salvador, Oscar Romero, écrivit une lettre ouverte au président américain de l'époque, Jimmy Carter, le suppliant de mettre fin à l'aide militaire au régime salvadorien. Romero exprimait dans cette lettre que les États-Unis fournissaient une aide à ceux-là même qui prenaient le contrôle du Salvador et opprimaient son peuple. À cette époque, les Espagnols contrôlaient les ressources du Salvador tout en dirigeant les Salvadoriens d'une main de fer. Romero cherchait la paix pour son peuple, mais tragiquement, il l'a payé de sa vie en étant assassiné 3 semaines plus tard. Et même si la paix souhaitée par l'archevêque Romero a finalement été obtenue par les Salvadoriens près de 40 ans plus tard sous la direction du président Nayib Bukele et de sa politique anti-violence impitoyable, nous en reparlerons plus tard, ces 4 décennies jusqu'à la rédemption ont été remplies de leurs propres luttes, conflits et en fin de compte, des morts. 31 mars 1980. 250 000 Salvadoriens se rassemblent pour les funérailles de Monsignor Romero. Mais pendant le service, des tireurs d'élite parrainés par le gouvernement ont attaqué la foule, tuant 42 personnes et en blessant plus de 200. C'était un massacre complet et bien que certains hommes impliqués aient été appréhendés, ces Salvadoriens ne savaient pas que le pire était sur le point d'arriver. 2 décembre 1980, 4 missionnaires américains sont kidnappés par 5 gardes nationaux salvadoriens. Elles ont été conduites dans un endroit isolé où elles ont été battues, vilées et assassinées par ces gardes. Leurs corps ont été retrouvés le lendemain matin, suscitant l'indignation des organismes locaux et internationaux. Le président américain Jimmy Carter a répondu en coupant temporairement l'aide au Salvador, donnant ainsi la possibilité à un groupe de civils de se lever et de former leur propre groupe paramilitaire appelé Front Farabundo Martí de Liberación Nacional, alias le FMLN. Ces types ont combattu le feu par le feu, ripostant à chaque attaque orchestrée par des groupes militaires salvadoriens. Lorsque le FMLN était sur le point de reprendre son pays, un changement radical s'est produit avec l'élection d'un nouveau président américain, Ronald Reagan. L'administration Reagan s'est alliée aux forces armées salvadoriennes, augmentant son aide financière à 10 millions de dollars, dont 5 millions de dollars en fusils, munitions, grenades et hélicoptères. Et tandis que d'autres dirigeants mondiaux étaient perplexes face à cette décision, quelques autres se sont joints à eux. Le gouvernement militaire du Chili a fourni une formation substantielle et des conseils tactiques aux forces armées salvadoriennes, tandis que la dictature militaire argentine a également soutenu les forces armées salvadoriennes dans le cadre de l'opération Charlie. Maintenant, écoutez attentivement car ce que je vais dire rassemble tout ce dont nous avons parlé jusqu'à présent. 1989. Les attaques du FMLN contre les forces armées salvadoriennes démontrent que le conflit est une impasse. Aucune des 2 parties ne semblait capable d'obtenir un avantage stratégique. Dans le même temps, les événements mondiaux détruisaient l'aide étrangère qui soutenait les 2 parties. L'effondrement de l'Union soviétique a marqué la perte d'alliés cruciaux pour le FMLN. D'un autre côté, la fin de la guerre froide a modifié la politique américaine dans la région. Les États-Unis n'avaient plus vraiment intérêt à soutenir la peu recommandable contre-insurrection salvadorienne. Cette réalité, ainsi que les répercussions des innombrables meurtres, ont incité les États-Unis à faire pression en faveur d'un accord de paix. Pendant que tout cela se passait, environ 80 000 soldats et civils au Salvador avaient été tués à cause de cette guerre. Près de la moitié de la population avait fui vers les États-Unis, s'installant en Californie et à Los Angeles. Et bien que la guerre salvadorienne eut finalement pris fin, la violence dans le pays continua.
De nombreuses personnes ayant déménagé à Los Angeles en tant que réfugiés pendant la guerre ont été impliquées dans la violence des gangs. Pendant ce temps, la guerre américaine contre la drogue et les politiques anti-immigration ont été popularisées, aboutissant à la loi sur la réforme de l'immigration illégale et de la responsabilité des immigrants de 1996, qui appelait à l'exclusion des immigrants avec ou sans papier ayant un casier judiciaire à la fin de leur peine de prison. Le grand choc de cette histoire est le fait que ces membres de gang n'étaient pas des tueurs expérimentés ou un groupe de foules en colère. Il s'agissait en réalité de jeunes adolescents salvadoriens. Voyez-vous, pendant la guerre, plusieurs familles ont été déplacées, obligeant des centaines et des centaines de victimes à frayer leur chemin toutes seules dès leur plus jeune âge. D'autres raisons pour lesquelles ces jeunes ont rejoint ces gangs étaient leur simple sentiment de négligence et d'abandon de la part de leur famille ainsi que la normalisation de la violence dans la société. Ainsi, avec ces gangs, ils ont trouvé un sentiment de sécurité, un sentiment d'espoir et d'appartenance. Mais tout cela s'est fait au détriment de leur libre arbitre car ils appartenaient désormais à des gangs de rue, notamment le 18e et le MS-13. Ces deux gangs sont assez similaires, mais leur rivalité raconte une histoire différente. Le 18th Street Gang, également connu sous le nom de Mara 18 ou simplement le 18, est l'un des plus grands gangs criminels transnationaux de Los Angeles, avec 30 000 à 50 000 membres répartis aux États-Unis, au Mexique et en Amérique centrale. Ils sont également alliés à la mafia mexicaine, une autre organisation criminelle basée aux États-Unis. Et selon le FBI, certaines factions du 18th Street Gang ont développé un haut niveau de sophistication et d'organisation dans la conduite de leurs transactions. Les membres du 18th Street Gang s'identifient fréquemment en vêtements portant le numéro 18, ainsi que leurs vêtements représentant des équipes sportives comme les Duke Blue Devils et les Los Angeles Clippers entre autres. Dans la ville de Guatemala, de nombreux chauffeurs de bus ont été tués par des membres de gangs de la 18e rue alors qu'ils traversaient leur territoire. Ces chauffeurs de bus étaient souvent victimes de vols et d'extorsions. Dans un cas particulier, un chauffeur avait refusé de payer le gang et son fils a été brutalement tué quelques instants plus tard. Cependant, là où s'arrête le niveau de violence du gang de la 18e rue, celui du MS-13 commence. Bien qu'ils puissent être rivaux, le MS-13 est nettement en avance par rapport à ses concurrents. Également connu sous le nom de Mara Salvatrucha 13, les membres du gang MS-13 sont des descendants directs de l'escouade FMLN qui a combattu pendant la guerre salvadorienne. Il s'agit généralement de jeunes hommes et d'adolescents pauvres, souvent sans abri et séparés de leur famille qui survivent en se livrant à des trafics de drogue mineurs, au vol et à l'extorsion de vendeurs ambulants ainsi qu'à d'autres délits mineurs. D'un point de vue statistique, El Salvador a le 3e taux de féminicide le plus élevé du monde. En 2016, une Salvadorienne sur 5000 a été tuée et seulement 5% des cas de féminicide ont abouti à une condamnation. Je veux dire, si vous faites le calcul, je suis sûr que vous pouvez dire que c'est un chiffre assez bas. De nombreux membres de Mara Salvatrucha se couvrent de tatouages y compris sur le visage. Certains écrivent les mots MS, Salvatrucha, les cornes du diable, et le nom de leur clique sur tout le corps. Cependant, au début des années 2000, le gang a abandonné les tatouages faciaux, ce qui a permis de commettre plus facilement de crimes sans se faire remarquer. Les membres de la Mara Salvatrucha, comme ceux de la plupart des gangs américains modernes, utilisent également un système de signes manuels à des fins d'identification et de communication. L'un des plus couramment affichés est la tête du diable qui forme un M lorsqu'elle se présente à l'envers. Ce signe de la main est similaire au symbole couramment affiché par les musiciens de heavy metal et leurs fans. Mais voici la partie qui pourrait réellement vous intéresser. Leur niveau de cruauté a conduit certains membres à être recrutés par le cartel de Sinaloa qui luttait contre Los Zetas dans la guerre contre la drogue au Mexique. Leurs activités de grande envergure ont attiré l'attention du Bureau fédéral d'enquête et des services américains de l'immigration et des douanes qui ont lancé conjointement des raids à grande échelle contre des membres de gangs communs présumés, arrêtant des centaines de personnes à travers les États-Unis. Mais est-ce que tout cela les a arrêtés? Eh bien, la réponse est non, et au contraire, cela a augmenté leur présence. En 2004, le FBI a créé le groupe de travail national sur les gangs MS-13 pour renforcer la collaboration entre les forces de l'ordre locales et étatiques dans le but de démanteler le MS-13. Leur stratégie principale consistait à expulser les membres de gangs vers leur pays d'origine plutôt que de les incarcérer aux États-Unis. Lorsque cette approche s'est avérée inefficace, le FBI a initié des partenariats avec les forces de l'ordre du Salvador, du Honduras, du Guatemala et du Mexique, établissant ainsi leur propre bureau dans ces régions pour lutter contre le gang à la source. Cette stratégie a connu un succès significatif, aboutissant à une série d'arrestations et de mesures répressives aux États-Unis et en Amérique centrale, impliquant plus de 6000 policiers dans 5 pays. Aux États-Unis, 73 suspects ont été appréhendés, tandis que plus de 650 membres du gang MS-13 ont été arrêtés. Pourtant, il semblait que plus les arrestations étaient nombreuses, plus elles devenaient violentes jusqu'à ce qu'un homme arrive, Nayib Bukele. Répression.
These images released by El Salvador's government shows the transfer of about 2,000 inmates and with their heads shaved to what's been dubbed the country's new mega prison. La stratégie du président Bukele pour mettre fin à cette violence des gangs s'est construite sur les stratégies préexistantes d'autres présidents salvadoriens, notamment le président Antonio Saca. En juin 2004, le président Saca met en œuvre une politique, Super Mano Dura, qui a accordé à l'armée salvadorienne le pouvoir d'effectuer des patrouilles dans les zones contrôlées par les gangs et d'effectuer des fouilles aléatoires des membres présumés de gangs, ainsi que la possibilité d'arrêter des individus sur simple apparence. Grâce à cette politique, environ 4000 membres de gangs ont été arrêtés, ce qui a entraîné une surpopulation dans les prisons du Salvador. Et en 2012, ces gangs cherchaient à obtenir une trêve. En mars 2012, les gangs MS-13 et 18th Street ont conclu une trêve en collaboration avec le gouvernement salvadorien. Cette trêve a été critiquée car il semblait que le gouvernement salvadorien abandonnait sa souveraineté au profit de ces gangs. Mais même si tel était le cas, elle a eu un impact positif. Début 2012, il y avait en moyenne 16 meurtres par jour au Salvador. Mais fin mars, ce nombre est tombé à moins de 5 par jour et le 14 avril 2012, pour la première fois depuis plus de 3 ans, il n'y a eu aucun meurtre dans le pays. Au total, 411 meurtres ont été enregistrés au mois de janvier 2012, mais en mars, ce chiffre était de 188, soit une réduction de plus de 50%, ce qui montre que cette trêve a été réellement efficace. Mais tôt ou tard, le système s'est effondré et la violence a de nouveau envahi les rues. En 2015, il y avait quelques 60 000 membres de gangs au Salvador et 70% des entreprises du pays étaient extorquées, entraînant des pertes annuelles de 4 milliards de dollars, selon les estimations de la Banque centrale de réserve au Salvador. Le taux d'homicide était à son apogée, encore plus élevé qu'il ne l'avait été pendant la guerre civile. Nous comprenons donc que la violence est née de la lutte des Salvadoriens pour la propriété foncière au XVIIIe siècle, puis a dégénéré en violence politique impliquant des partis de gauche et de droite, et a finalement donné naissance aux gangs MS-13 et 18th Street, qui étaient dans une guerre de hiérarchie raciale aux États-Unis avec les gangs afro-américains. Mais comment exactement Bukele a-t-il réussi à mettre un terme à ce cycle de violence vieux d'un siècle ? Eh bien, pour comprendre cela, nous devons d'abord comprendre qui est cet homme, Nayib Bukele, et la violence qui a eu un impact sur son enfance. Né le 24 juillet 1981, Nayib Bukele a grandi à San Salvador en tant qu'étranger privilégié. Son père étant un homme d'affaires musulman d'origine palestinienne qui a ouvert la première franchise McDonald's du pays, dirigeait une entreprise textile, a contribué à la construction de 4 mosquées et possédait une société de relations publiques. Il était également polygame et avait 6 femmes. Bukele, qui a 3 frères et 7 demi-frères et sœurs, a fréquenté une école privée bilingue. Cependant, son apprentissage politique a commencé après avoir abandonné ses études universitaires et dirigé une discothèque au centre-ville de San Salvador. Il a repris l'entreprise de relations publiques de sa famille, dont le principal client était le FMLN. Et oui, je veux dire le même groupe FMLN qui s'est engagé dans la guerre salvadorienne contre les forces armées du pays. La présidence et l'Assemblée étaient cependant contrôlées par l'Alianza Republicana Nacionalista, ou AREN, fondée au début des années 80 par un membre d'un escadron de la morte droite. Le parti s'adressait principalement à l'élite des affaires, mais ses membres comprenaient d'anciens militaires et conservateurs religieux. En 2009, une accumulation de scandales de corruption a englouti l'AREN, permettant au FMLN d'accéder au pouvoir, qu'il l'a conservé pendant la décennie suivante. Étant donné qu'il l'avait fait affaire avec eux, Bukele, grâce à quelques relations, a lancé une candidature autofinancée pour devenir maire de Nuevo Cuscatlán, une municipalité du Salvador. Il a remporté les élections et, en raison de l'énorme impact qu'il a créé, le FMLN l'a encouragé à se présenter à la mairie de San Salvador, ce qu'il l'a fait. À cette époque, le FMLN essayait de salir son avenir politique avec son passé sombre, à tel point que Bukele a été contraint de les interrompre et de créer un nouveau parti, le parti qui l'a conduit à devenir président. 1er juin 2019, Nayib Bukele est élu 43e président du Salvador. Il est devenu le plus jeune chef d'État d'Amérique latine et a incarné un nouveau départ national. Sa première étape pour éradiquer ces gangs a été de négocier un traité de paix, comme le rapporte un journal local du pays appelé El Faro. Mais voici le problème. Moins d'une semaine après la publication de l'article, Bukele a annoncé que le gouvernement enquêterait sur El Faro pour blanchiment d'argent. Je veux dire, ouais, cela semble bizarre, mais depuis, il attaque le journal sans relâche, appelant parfois les journalistes par leur nom. Quelques-uns d'entre eux ont été contraints à l'exil.
Beaucoup d'autres ont adopté la pratique de quitter le pays après avoir publié un article et d'attendre pour revenir jusqu'à ce que les menaces se soient estompées. Le journal jouit d'un large public à l'échelle internationale, mais au Salvador, la campagne menée contre lui par Bukele a été couronnée de succès. Beaucoup de gens en sont venus à considérer El Faro comme partisan et peu fiable. De plus, l'Assemblée nationale salvadorienne a adopté une loi douteuse visant à empêcher les médias de rendre compte de la situation des gangs. Les journalistes risquent jusqu'à 10 ans de prison s'ils reproduisent ou transmettent des informations qui pourraient provenir de gangs ou qui pourraient autrement faire paniquer le public. Pourquoi Bukele a-t-il établi ces lois, vous vous demandez? Eh bien, tout se résume au projet plus vaste qu'il avait pour mettre fin à la violence des gangs. Mars 2022. Des membres du MS-13 ont assassiné 87 personnes en 3 jours. Nous savons que le pays a un passé de violence, mais celui-ci, non. Celui-ci était inhabituel par sa cruauté. Des personnes sans lien avec la délinquance ont été ciblées. Un vendeur de fruits, un moniteur de surf, une femme au foyer, un cordonnier, n'importe qui. Ces gangsters sont pris à tout le monde, mais leur message s'adressait à une seule personne, Nayib Bukele, qui avait promis de réduire radicalement la criminalité et de changer l'image du Salvador à l'étranger. Ces membres de gang ont laissé des cadavres et restes humains sur la route menant à Surf City, un complexe immobilier en bord de mer sur la côte pacifique que Bukele avait rénové et renommé pour attirer les touristes internationaux. Les histoires de ce massacre sanglant ont fait la une des journaux du monde entier et ont fait ressortir le côté obscur de Bukele. Il a commencé sa tristement célèbre répression en déclarant l'état d'urgence dans le pays. Ensuite, il a élaboré de nouvelles politiques permettant le mélange de populations de gangs rivaux en prison. Une pratique qui n'a jamais été mise en œuvre dans le but de réduire la violence en prison. Les autorités ont disposé de centaines de prisonniers torse nu en sous-vêtements, les ont serrés les uns contre les autres en rangée et les ont pris en photo pour envoyer un avertissement aux membres du gang. Bukele a également eu recours à des mesures juridiques extrêmes, contraires à la démocratie en adoptant de nouvelles politiques qui ont privé les Salvadoriens de leurs droits constitutionnels fondamentaux, tels que le droit à la défense juridique et à la liberté de mouvement, tout en assouplissant simultanément les règles relatives aux arrestations et en autorisant l'État à intercepter les communications civiles. Includes that arrests can be made without a warrant and detainees no longer have a right to a lawyer. Private communications of all citizens can also be accessed by the government. En vertu de ces nouvelles lois, les forces de sécurité ont lancé une attaque rapide et agressive contre les gangs, appréhendant les membres de gangs et leurs associés présumés sans mandat ni preuves solides, accélérant considérablement le processus par rapport aux précédentes mesures répressives prises par d'autres présidents. Pour mettre en contexte l'efficacité de cette répression, le Salvador a enregistré 33 000 arrestations au cours des premiers mois. À cela s'ajoute le fait que l'état d'urgence a suspendu les droits constitutionnels à la défense juridique, permettant aux autorités de détenir indéfiniment des individus sur la base de vagues accusations, sans qu'il soit nécessaire d'avoir un mandat d'arrêt ou des preuves à l'appui. Les détenus se voient également refuser le droit à une audience devant le tribunal dans les 72 heures suivant leur arrestation. Les avocats et les organisations de la société civile déclarent ne pas être en mesure de communiquer avec les personnes détenues. Les arrestations reposent désormais souvent sur des renseignements non vérifiés, des rumeurs et des informations provenant des lieux inhabituels comme les profils de réseaux sociaux. De plus, l'administration Bukele a promulgué de nouvelles lois visant à maintenir les membres de gangs incarcérés pendant de longues périodes. Les peines de prison ont été alourdies en cas d'appartenance à un gang et la possibilité d'assignation à résidence pour les individus associés à ces gangs n'est plus une option. L'initiative est peut-être impressionnante, mais quelle a été l'efficacité de cette répression? Eh bien, selon les sources en ligne, les zones et quartiers du Salvador qui ont été en proie à ces gangs pendant des siècles sont désormais libérés de leurs bastions. Peu d'habitants ont déclaré avoir vu des restes de gangs dans leur quartier. Et si certains ont évoqué le retour de membres actifs de gangs qui ont été libérés de prison, et ils ont déclaré que ces gangsters détenaient beaucoup moins de pouvoir qu'avant l'état d'urgence. Également avant l'état d'urgence, les membres de gangs extorquaient des personnes travaillant pour des petites et moyennes entreprises, notamment des vendeurs ambulants, des commerçants, des opérateurs de bus et des chauffeurs de taxi dans les communautés sous leur contrôle. Mais désormais, tout cela appartient au passé. Un propriétaire d'une compagnie de bus qui payait auparavant $6 000 de frais d'extorsion mensuels aux deux principales factions du gang a déclaré qu'il l'avait cessé de payer immédiatement après le début de la répression. La police salvadorienne a également signalé une réduction de 54% des plaintes pour extorsion entre début 2022 et le mois de septembre 2022. Mais ironiquement, cette méthode, bien que profondément préoccupante, s'est avérée être la répression la plus efficace de l'histoire du Salvador. La seule question qui reste à répondre à l'heure actuelle est la suivante. Cette répression de type Bukele peut-elle être mise en œuvre par d'autres pays en proie à la violence à des gangs à travers le monde? Ça change tout.
Février 2023. Nayib Bukele a ordonné le transfert de 2000 personnes accusées d'appartenance à des gangs vers une méga-prison récemment ouverte dans le pays. Cette méga-prison a la capacité d'accueillir jusqu'à 40 000 détenus. Le complexe est situé à environ 74 km au sud-est de la capitale San Salvador et est composé de 8 bâtiments, chacun comprenant 32 cellules pouvant accueillir chacun plus de 100 personnes. Le détail troublant est que chaque cellule ne dispose que de 2 lavabos et d'une toilette. Les gardiens de prison portent des masques de ski pour cacher leur identité et éviter de devenir des cibles quand ces membres de gangs sortiront de prison. En parlant de sortie, de nombreuses critiques pensent que soumettre ces prisonniers à un tel niveau de cruauté aurait un impact sur l'économie du Salvador une fois qu'ils seront libérés. Mais selon Bukele, ils ne sortiront jamais. La répression menée par M. Bukele contre le crime organisé a permis d'emprisonner environ 75 000 personnes, ce qui signifie qu'au moins un adulte sur 45 est actuellement emprisonné. Aujourd'hui, d'autres dirigeants du voisinage en prennent note et envisagent d'adopter bon nombre de mêmes mesures drastiques pour lutter contre leur propre violence criminelle. Mais même s'ils voulaient faire le compromis proposé par le gouvernement de M. Bukele, rendre les rues plus sûres grâce à des méthodes qui sont manifestement en contradiction avec la démocratie, ils n'y parviendront probablement pas. Les conditions qui ont permis le succès et la célébrité politique de M. Bukele sont uniques au Salvador et ne peuvent pas être exportées. Vous vous demandez bien pourquoi ? Eh bien, laissez-moi vous expliquer un peu tout cela. Les États-Unis, l'Union européenne et l'Organisation des États américains ont critiqué les actes de Bukele en tant que président. Il est accusé d'avoir menacé des membres du Congrès avec des troupes et d'avoir licencié des magistrats de la Cour suprême tout en les remplaçant par des juges qui ont permis à Bukele de briguer un second mandat malgré une interdiction constitutionnelle. Les critiques étrangères ont également permis à Bukele d'unifier les Salvadoriens contre un ennemi commun et de le mettre, ainsi que son pays de 6,5 millions d'habitants sur la carte. À l'inverse, ce petit pays est désormais géré comme un État policier. Soldats et policiers chassent les citoyens de la rue et les envoient en prison indéfiniment sans leur donner de raison ni leur permettre d'avoir droit à un avocat. Il existe des rapports crédibles selon lesquels des détenus ont été torturés et, dans les cas les plus horribles, tués. En 2022, la présidente du pays voisin, le Honduras, Madame Xiomara Castro, a déclaré une guerre contre l'extorsion en boitant le pas à Nayib Bukele. Mais dans son cas, les taux d'homicide ont diminué même si les gangs sont restés puissants. Plus au sud, l'Équateur est sous le choc de sa propre explosion de violence des gangs. Certains citoyens affirment qu'ils souhaitent qu'un homme comme Bukele élimine la violence et vienne arranger les choses. Et même au Chili, historiquement à la fois une démocratie plus forte et un pays plus sûr que le Salvador, les citoyens prétendent vouloir un homme comme Bukele. Mais les imitateurs de Bukele et ceux qui croient que son modèle peut être reproduit dans d'autres pays d'Amérique latine négligent un point clé. Il est peu probable que les conditions qui ont permis à Bukele d'anéantir les gangs du Salvador se reproduisent dans un autre pays. Les gangs du Salvador étaient uniques et loin d'être des organisations criminelles les plus redoutables de toute la région. Pendant des décennies, seuls quelques gangs se sont battus pour le contrôle de territoires spécifiques. Maintenant, lorsque l'on compare cela aux puissants cartels du Mexique, de la Colombie et du Brésil, on commence à se rendre compte que les gangs du Salvador n'étaient pas de grands acteurs dans le commerce mondial de la drogue et se concentraient davantage sur l'extorsion. Comparés à ces autres groupes, ils étaient mal financés et moins lourdement armés. Une autre chose à considérer est qu'après l'arrestation de principaux dirigeants par M. Bukele, ces gangs se sont effondrés. Ce ne serait pas une histoire aussi simple ailleurs en Amérique latine, où les organisations criminelles sont plus riches, plus connectées à l'échelle internationale et bien mieux armées que ne l'étaient autrefois les gangs du Salvador. Prenons l'exemple des cartels au Mexique. La guerre contre la drogue au Mexique, même si elle n'impliquait pas de politique juridique stricte comme celle de Bukele, a abouti à l'arrestation de centaines de barons de la drogue de cartels. Pourtant, parce que ces cartels étaient très coordonnés et bien structurés, presque rien n'a changé. Au lieu de cela, ils ont riposté et dans certains cas, de nouveaux groupes criminels ont rapidement comblé le vide, attirés par les énormes profits du trafic de drogue. Si vous allez en Colombie, la guerre menée par Pablo Escobar contre l'État dans les années 1980 et 1990 raconte une histoire similaire. Peu importe à quel point le gouvernement colombien a frappé son organisation, sa réaction était plus forte. Le Salvador disposait également de forces de sécurité plus redoutables et plus professionnelles, déterminées à écraser les gangs lorsque M. Bukele faisait appel à elles, par rapport à certains de ses voisins. Prenons l'exemple du Honduras, où la corruption parrainée par les gangs au sein des forces de sécurité est apparemment très répandue. Cette circonstance a contribué à condamner dès le départ les tentatives du président Castro d'imiter M. Bukele.
Dans d'autres pays, comme le Mexique, des groupes criminels auraient réussi à coopter des membres de haut rang de l'armée et de la police. De même, au Venezuela, des rapports indiquent que des responsables militaires dirigent leur propre opération de trafic de drogue. Ainsi, même si les présidents envoient des soldats et des policiers effectuer des rafles massifs à la manière de Bukele, les forces de sécurité risquent de ne pas être préparées ou d'être incitées à saper la tâche à accomplir. Enfin, M. Bukele fait face à très peu d'opposition politique, étant donné qu'il n'y a pas beaucoup de partis politiques qui s'opposent à son gouvernement. Dans de nombreux autres pays d'Amérique latine, il existe des partis politiques ou des forces d'opposition plus solides qui pourraient aider à contrôler un exécutif trop ambitieux. Pour le dire en termes plus simples, la plupart des gouvernements n'ont peut-être jamais accepté d'appliquer le type de politique appliquée par Bukele. Ce n'est tout simplement pas constitutionnel. Et voici quelque chose dont personne ne parle réellement. Même si l'impact de la répression au Salvador a été transformateur, les gangs n'ont pas fini. En fait, les propres données du gouvernement contredisent le récit du gouvernement Bukele selon lequel les gangs ont été complètement vaincus. En octobre 2023, l'administration de Bukele a affirmé avoir arrêté 52 541 membres du gang MS-13, 13 682 membres du Barrio 18 Sureños et 10 741 membres du Barrio 18 Revolucionarios. Mais ces chiffres ont été exagérés. Selon les registres officiels de la police salvadorienne, plus de la moitié des personnes détenues sous l'état d'urgence ne sont pas des membres à part entière de gangs. Plus précisément, il n'y a eu que 32 331 arrestations de membres de gangs, 41 733 arrestations de collaborateurs présumés et 3 435 individus faisant l'objet d'une enquête, tandis qu'au moins 36% des membres de gangs et collaborateurs, soit plus de 42 000 individus, restent en liberté. Alors, la stratégie de Bukele peut-elle fonctionner pour d'autres pays ? Eh bien, si d'autres pays tentent de copier ce qu'il a fait, ils sont plus susceptibles de reproduire uniquement le côté sombre du modèle salvadorien et non ses réalisations. Les gouvernements pourraient se trouver plongés dans le chaos alors que les groupes criminels se multiplient ou ripostent avec une puissance de feu suffisante. Ce faisant, ils pourraient potentiellement réduire l'espace réservé à la société civile et à la transparence du gouvernement, et aussi entasser un groupe de détenus dans des prisons déjà surpeuplées. Historiquement, les présidents d'Amérique latine qui ne sont pas pleinement engagés en faveur de la démocratie ont de toute façon été désireux de prendre la totalité ou partie de ces mesures pour obtenir des gains politiques. Alors, peut-être que la lutte contre la criminalité constitue l'excuse parfaite. Malgré tous ses succès dans la réduction de la criminalité, le modèle Bukele a un coût très élevé. Donc si ses dirigeants et présidents sont prêts à supporter ce coût, cela pourrait vraiment tout changer.